Il est bon? D'accord, voilà. Donc, je vais vous parler de transition énergétique et de photovoltaïque. Je vais vous parler un petit peu de technologie, défis technologiques, un petit peu de science. Je ne vais pas forcément rentrer dans le détail ou faire des choses très, très approfondies sur la question des matériaux, en me disant que si vous voulez en savoir plus, je peux vous indiquer des gens qui pourront vous aider à en apprendre davantage. Et puis, donc, ce n'est pas tout à fait un cours, mais c'est plutôt une introduction au sujet. Voilà. Et puis après, on va regarder un petit peu au-delà de ces questions. Alors, première chose, quelque chose qui est utile, c'est de commencer par quelques ordres de grandeur, donc sur l'énergie solaire. Vous avez certainement entendu parler du fait qu'elle est extrêmement abondante sur Terre. Donc, il y a ici, je pense, une carte qui a été compilée par un certain Mathias Loster il y a quelques années, mais ça n'a pas dû changer trop actuellement. Et vous voyez, cette carte, il a fait la moyenne en chaque point du globe, à partir de mesures d'insolation, probablement par satellite, donc de ce qui est reçu en chaque point, en moyenne, jour, nuit, été, hiver. Et donc, vous voyez que chaque point du globe, finalement, quel qu'il soit, reçoit quelque chose, enfin, toutes les régions habitées, vont recevoir quelque chose qui est entre 100 et 300 watts, ou voire même 350 watts par mètre carré. Donc, des quantités qui sont extrêmement importantes. Et donc, ça, c'est une puissance continue. D'accord? Et cette puissance continue est effectivement, suffisamment importante. Si vous voyez, par exemple, la surface là, des 6 taches noires, c'est la surface qui serait suffisante pour fournir toute l'énergie primaire, mais sous forme d'électricité, donc plus que l'énergie qui est utilisée actuellement, puisque l'énergie primaire, c'est du pétrole. Quand on transforme en électricité, il y a des pertes. Donc avec des panneaux solaires qui auraient 10% de rendement, qui sont bien moins que ce qu'on sait faire aujourd'hui. Et donc ça, c'est 18 TWh. C'est la consommation globale de l'humanité en continu, en moyenne, pareil, moyenne, jour, nuit, été, hiver, etc. Donc si on fait la moyenne sur une année de ce qui est consommé actuellement, alors c'est en croissance, c'est à peu près ce qui est consommé. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faudrait mettre des panneaux solaires en 6 endroits avec 6 monopoles, 6 trusts qui vendraient après au reste de la planète. Ce n'est pas ce que je veux dire. Je veux dire, c'est pour vous donner un sens des proportions de ce qui est à la fois l'abondance de cette énergie, d'accord, qui est en même temps très répartie, contrairement au platine dont on vient de parler, qui est essentiellement en Afrique du Sud, ou certains autres minerais qui vont se trouver en certains endroits bien spécifiques. Là, on peut dire la ressource est bien répartie. Alors certes, elle est variable, certes, elle est diluée, d'accord, mais elle est quand même très abondante et largement abondante par rapport aux besoins. Donc la question, c'est comment l'utiliser. J'ai une question, je ne comprends pas bien ce que vous avez écrit. Il semblait que la consommation annuelle électrique française, oui, c'est autour de entre 500 et 600 TWh. Oui. Et donc, je ne comprends pas les 18 TWh ici. Ce n'est pas des TWh, ce sont des terawatts. Donc c'est la puissance instantanée, et ce n'est pas la France, mais c'est l'ensemble du monde. Mondial, oui. D'accord. Donc c'est-à-dire que quand on fait, parce que là vous voyez, vous venez de dire en fait finalement on a 500 TWh par an, donc des TWh par an, ça va faire quelque chose qui serait plutôt des watts. D'accord. Oui, c'est une énergie. Voilà. D'accord, on ramène ça par seconde en moyenne. Voilà. Donc ça c'est voilà. D'accord. Ok, merci. Voilà. Donc c'était l'occasion de faire un petit rappel à l'ensemble des étudiants, puissance, énergie. C'est pas tout à fait la même chose, mais évidemment, il y a des moyens de convertir, de passer d'un. Alors, cette énergie, c'est une énergie qui a. On a fêté la naissance de. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui savent qui est l'inventeur ou le découvreur de l'effet photovoltaïque. Le découvreur de l'effet photovoltaïque, non, c'est Edmond Becquerel. Donc le nom Becquerel pour en dire quelque chose. Et Edmond Becquerel est le père de Henri Becquerel, qui est plus connu, parce qu'il a eu le prix Nobel, pour la radioactivité, la découverte de l'effet radioactif, la radioactivité naturelle. Donc en 1839, à 19 ans, Edmond Becquerel découvre l'effet photovoltaïque, d'ailleurs en étudiant des systèmes électrochimiques. À l'époque, on étudiait beaucoup. Vous voyez, 1839, je pense que c'est la date à laquelle Groove découvre la pile à combustible. C'est une époque foisonnante, et donc il ne cherchait pas du tout à produire de l'énergie. D'ailleurs, ce n'était pas du tout les utilisations qui étaient envisagées à l'époque, mais il s'aperçoit que certaines électrones éclairaient
fournissent du courant. Alors, il y a beaucoup de débats, est-ce que c'est la chaleur, est-ce que c'est vraiment la lumière, etc. Et il arrive à montrer que c'est effectivement la lumière qui produit du courant dans les électrodes. Il ne se passe pas grand-chose, c'est une curiosité de laboratoire, et en fait, lui, ce qui l'intéresse, c'est d'en faire des détecteurs. En fait, il s'intéresse à mesurer la quantité de lumière qui parvient. C'est l'époque où on essaie de faire des instruments, essaie de mesurer les choses. À l'époque, on ne se rend pas compte, hein, mais à l'époque, les gens n'avaient pas beaucoup d'outils pour faire de la science. Un double décimètre, peut-être un petit thermomètre plus ou moins bien calibré, etc., etc. Et donc, faire des outils, c'était un enjeu. Ça prend une trentaine d'années avant que quelqu'un s'aperçoive que du sélénium, le sélénium élémentaire, lui aussi est capable de convertir la lumière en électricité. C'est le premier semi-conducteur. On ne sait pas encore bien ce que sont les semi-conducteurs, mais en mettant des contacts électriques dessus, on s'aperçoit que ce matériau-là, éclairé, lui aussi, dans certaines conditions, produit de l'énergie. Et là, on a des premières applications, et on envisage les premières applications, mais ces cellules-là font moins d'1% de rendement. Donc, convertissent une quantité extrêmement faible, une fraction extrêmement faible de la lumière en électricité. Donc, il faut attendre encore un petit peu. Et c'est dans les années 50, avec le développement de la science des matériaux, et en particulier le fait qu'on est capable de purifier du silicium, et que le silicium est un matériau qui a des propriétés bien meilleures en termes de transport de charge, que l'on arrive à faire à la fois des transistors, mais aussi des cellules solaires. Donc, c'est les premières cellules solaires avec quelques pourcents de rendement dans les années 50 et qui tombent à pic parce que c'est en même temps l'âge spatial. Et quand on envoie des objets dans l'espace, évidemment, l'un des soucis, c'est de savoir comment on va les alimenter en énergie. Et là, il n'y a pas énormément de solutions, en fait, et plusieurs sont essayées. Celle qui fonctionne le mieux, avec le meilleur rapport qualité-prix, sécurité, etc., c'est le photovoltaïque. Et donc là, il y a beaucoup de moyens de R&D, hein, d'efforts qui sont mis pour essayer de développer ces premières cellules solaires, au point que dans les années 80, elles sont suffisamment bon marché pour être utilisées sur Terre. Ça se développe. Dans les années 90, on commence à avoir des installations sur des toits, donc raccordées au réseau au Japon. Là, ici, vous avez l'exemple d'un village au Japon. Au début du 21e siècle, on a des grandes fermes solaires. Et puis actuellement, donc on a actuellement installé, l'an dernier, il y a plus d'un an, il y avait déjà 1 terawatt en puissance, en capacité de production d'installer dans le monde. Et c'est déjà 4% de la production électrique dans le monde. Il y a évidemment, au début du 21e siècle, c'était 0,01%, quelque chose comme ça. C'était quelque chose de très très faible. Donc c'est quelque chose, vous vous rendez compte, qui est en train de croître de manière très très significative. Alors comment ça croît? Donc cette croissance exponentielle, je vous ai montré, c'est à peu près 40% par an de croissance. Donc c'est la fameuse histoire de c'est croissance exponentielle, hein, donc c'est tout petit, au début ça se voit pas, et puis quand ça devient gros, ça devient très très important très très vite. D'où ça vient cette croissance-là? Donc elle vient de plusieurs choses. Elle vient du fait qu'on a des performances des matériaux qui ont des cellules solaires qui ont augmenté au cours des ans. En fait, les cellules solaires que l'on fabrique dans les laboratoires, mais aussi dans l'industrie, leur rendement augmente de 1 demi-point par an. C'est-à-dire que les panneaux solaires que vous aviez, qui étaient à 20% il y a 2 ans commercialement, d'accord, aujourd'hui, ils sont à 21%. Donc, alors c'est évidemment lié, ça, on peut faire des moyennes, tout ça, c'est les technologies, je ne rentrerai pas dans les détails nécessairement. Et donc, cette augmentation des performances, cette augmentation des volumes, ça fait évidemment une baisse des coûts, d'accord. Et l'énergie solaire qui était au début du XXe siècle considérée comme l'une des énergies renouvelables les plus chères, est aujourd'hui l'énergie renouvelable la moins chère qui existe. Le prix du kilowattheure est aujourd'hui le moins cher. Un panneau solaire, c'est un petit peu plus que le coût du verre, d'accord, mais c'est l'ordre de grandeur. Et donc, ce sont des choses qui sont... c'est une technologie, vous voyez, donc évidemment, si les prix baissent, bah évidemment, il y a davantage de demandes, le marché croît, la production augmente. La production augmente, il y a davantage d'efforts qui sont mis pour faire de la recherche. On a encore des progrès, évidemment, sur les performances des cellules, etc., etc. D'accord? Et donc, on est actuellement encore dans un cercle vertueux. Alors, on peut se poser la question, en fait, jusqu'où ça peut descendre. D'accord? Au passage, cette courbe, donc je n'ai pas commenté, donc cette courbe, c'est le rendement des cellules solaires au cours du temps. Et cette courbe, là, ce qu'on appelle une courbe d'apprentissage. Donc, c'est l'équivalent, si vous voulez, de la loi de Moore, hein, pour les panneaux solaires. Donc, c'est le prix
d'un module photovoltaïque, donc ramené à l'année 2018, là, ici, en fonction de la quantité de panneaux solaires qui a été produite, cumulée, la quantité cumulée de panneaux solaires produite. L'idée, c'est que plus on produit de choses, mieux on sait le faire. On incorpore des innovations, peut-être qu'il y a des effets aussi de production de masse, des gains d'échelle, etc. Et vous voyez qu'il y a beaucoup en fait de produits ou de biens de consommation qui suivent une loi qui est à peu près une loi de puissance, log sur une échelle log-log, donc avec une courbe d'apprentissage. Et là, pour les énergies, c'est celle qui a la courbe la plus raide. Alors, on va voir pourquoi, et pourquoi sur cette technologie particulièrement, il y a des courbes qui sont assez raides. Avant de rentrer là-dedans, je voudrais commenter un point sur les scénarios, donc en fait, où on en est. L'énergie solaire, justement, parce que c'est une énergie qui est très diluée, parce que c'est une énergie qui, il y a une dizaine d'années, était encore chère, parce que c'est une énergie donc qui est donc dite non pilotable. C'est-à-dire qu'on a de l'énergie quand il y a du soleil, on n'en a pas, ça ne produit pas évidemment quand il n'y a pas de soleil. Donc ces énergies, on se dit finalement, c'est pas forcément quelque chose qui va contribuer énormément au mix énergétique. Ce sont des choses qui sont en train d'être révisées, un petit peu pour les raisons que je vous ai données là à l'instant. Et donc vous voyez là, vous avez les différents scénarios en fonction, en fonction des scénarios, donc IRENA, World Energy Organization en particulier, là, qui sont tracés. Donc on voit ici, effectivement, ce sont des choses qui se comptent en terawatts et donc qui pourraient contribuer notablement, certains disent 50% de la production d'énergie. Ça peut être des visions extrêmement optimistes. Mais vous voyez, c'est déjà 4% de la production d'électricité, donc c'est quelque chose qui n'est pas du tout négligeable. Un point qui est intéressant, c'est vous voyez là ici, vous avez la courbe ici historique de combien de gigawatts ont été produits chaque année. D'accord? Donc ça ici, c'est jusqu'en 2016. Et puis vous avez ici les différents scénarios. Donc là, ici, alors c'est vrai pour World Energy Organization, c'est vrai aussi pour l'AIE, c'est vrai aussi pour notre organisation. Vous voyez qu'en 95, il prédisait que cette année, on produirait à peu près 1 gigawatt par an. Puis ils se sont dit, ouais, quand même, il faut qu'on révise. Et donc, en 2005, ils ont fait un scénario. Ils ont dit, ah ben non, mais là, en 2020, on sera plutôt à 7 gigawatts par an. Et puis, ici, en 2012, ils se sont dit, ouais, mais quand même, c'est un petit peu, ça va pas, c'est pas tout à fait exact, on va réviser. Donc, voilà. Donc, vous voyez là, ici, comment chaque année, finalement, on produit des scénarios avec des données qui sont fausses, et parce qu'en fait, on a sous-estimé effectivement la quantité ou la capacité ou ces taux de croissance, d'accord, ont été fortement sous-estimés. En gros, on dit les années suivantes, on va produire la même chose que ce qu'on produit cette année. D'accord. Et ça, quand on est sur un système qui croît, il faut peut-être prendre en compte effectivement les taux de croissance et effectivement d'être capable d'apprécier si ces taux de croissance vont pouvoir se maintenir dans le temps. C'est le cas, et il y a sans doute des raisons pour lesquelles ce sera le cas pendant un certain temps. Je fais une petite page de pub avec les collègues donc du CNRS et des universités et d'autres. On a fait un petit guide sur le solaire photovoltaïque, donc dans lequel on a passé en revue un peu toutes les affirmations et toutes les choses qu'on entend sur l'énergie solaire, et donc d'essayer de regarder qu'est-ce qui est, de donner des définitions, de regarder qu'est-ce qui sont des faits, qu'est-ce qui sont peut-être des opinions, voire des opinions mal fondées. Voilà. Et puis il y a aussi tout un matériel pédagogique, donc ça je parle plutôt pour les enseignants, vous pouvez échanger des posters, des quiz, etc. Et donc, si vous voulez en savoir plus à un niveau un peu de base, tout ça c'est disponible. Voilà. Alors si je rentre maintenant, et en utilisant, là, je vais m'appuyer un petit peu sur ce guide-là pour le début. La question, c'est alors comment se mesure la production d'un système photovoltaïque? Je vous ai parlé de watts, on a parlé de watts tout à l'heure. Mais évidemment, qu'est-ce que ça veut dire? Un panneau solaire la nuit, il produit 0 watts. Alors, quand je vous dis un panneau solaire, quand je vous dis 1 terawatt de panneaux solaires installés, qu'est-ce que ça veut dire? La nuit, ça produit 0. D'accord? Donc, c'est une capacité de production. Cette capacité de production, elle se réfère à une insolation moyenne, d'accord, de 1000 watts par mètre carré, qui est l'insolation que l'on a lorsqu'on est dans des latitudes tempérées à midi. D'accord? Donc, le ciel est clair, il fait beau, à midi,
on va avoir à peu près 1000 watts par mètre carré. Il y a certains endroits sur Terre où on peut avoir un petit peu plus. Et puis évidemment, s'il y a des nuages, on a moins. D'accord? Et donc ça, typiquement, en France, par exemple, on va avoir quelque chose qui sera de l'ordre de 1300 watts, 1300 kWh par an et par mètre carré. Donc c'est l'énergie totale annuelle. D'accord? Et donc ce qui correspond à un facteur de charge de 15 à 25%, suivant comment le panneau est installé, sur le type d'installation. C'est-à-dire quoi? C'est un panneau qui serait fixe avec une orientation, disons, optimisée, disons, plein sud, produirait 15% de sa capacité maximale en moyenne. D'accord? C'est-à-dire ça correspond à peu près, si je peux produire 1000 watts tout le temps, mais que je produis ces 1000 watts 4 heures dans la journée, d'accord? Parce que j'ai en équivalent de lumière, ce que mon panneau reçoit, c'est 4 heures de soleil à midi, d'accord? Ça veut dire que finalement, je produis 15% de ma capacité totale. D'accord? Donne un autre exemple. Une centrale nucléaire, quand elle fonctionne, c'est 80% en France, c'est 80% le taux d'utilisation. Ça veut dire que cette centrale nucléaire qui est 1 gigawatt ou 1,3 gigawatt, si elle est en fonctionnement 80% du temps, c'est le cas normal, ce n'est pas le cas l'an dernier, c'est pire, mais c'est moins bien que ça, mais normalement, c'est à peu près le taux d'utilisation. Donc on aurait 800, on aurait un taux de charge de 80%. Si on met ce panneau solaire sur des trackers, donc il peut suivre le soleil, on a un facteur de charge qui augmente parce que, finalement, si le panneau solaire est en face du soleil, il va capter davantage de lumière pendant la journée. Donc on a des facteurs de charge qui sont variables suivant les systèmes. Ce qu'on appelle le rendement, c'est le rapport entre cette énergie électrique qui est fournie pour une insolation donnée et l'énergie électrique fournie par rapport à l'énergie lumineuse reçue. Là aussi, les rendements que je vais vous donner sont des grandeurs qui sont normalisées, c'est-à-dire qu'on considère un panneau solaire qui reçoit 1000 watts, c'est-à-dire une insolation typique d'un beau soleil de midi, avec un spectre normalisé qui est le spectre donc, que l'on reçoit sous nos latitudes. Donc pour un spectre donné, pour une température de panneau donné, pour une intensité lumineuse, on va avoir un certain rendement, et donc ce qui permet de comparer les différentes technologies les unes aux autres. Mais évidemment, si on s'intéresse à la quantité d'énergie fournie, quand on a, bon, là, il y a aussi, si on veut comparer la quantité d'énergie fournie par un système ou par une installation, il faut aussi bien sûr prendre en compte ce facteur de charge. Donc ça, il prend en compte la variabilité, si vous voulez. Donc il prend en compte la période jour-nuit, la météo, etc. Pour vous donner un de grandeur, les performances des panneaux solaires aujourd'hui, celles que vous pouvez acheter, c'est 20%. Typiquement, un petit peu plus les meilleurs et un petit peu moins les moins bons. Voilà. Alors, je ne vais pas repartir sur la... vous trouverez dans le guide tout un tas de questions là-dessus. On a fait une analyse, effectivement. Donc, vous voyez, la consommation électrique en 2020, c'était 460 TWh par an. Donc, c'était votre remarque. D'accord? Avec l'électrification des usages, avec le besoin de décarboner et peut-être des besoins décarbonés, on pense qu'en 2050, on sera entre 550, c'est les scénarios RTE, entre 550 et 750 TWh par an en France, donc une certaine augmentation, et donc il y a un certain nombre de scénarios, et on peut se poser la question, dans ces scénarios, suivant qu'on ait une société qui soit plus ou moins sobre, on peut se poser la question, dans ce cas-là, quels sont les moyens que l'on peut avoir pour fournir de l'énergie, donc en solaire, éolien, terrestre ou en mer, en nucléaire, historique ou nouveau, gaz, biomasse, etc. Hydraulique. Voilà. Donc là, il y a un certain nombre de scénarios qui ont été proposés par RTE. Et si on regarde, donc on a un scénario qui comporte un scénario moyen, par exemple, peut comporter 20% d'énergie solaire. Il y en a qui en comportent plus, certains moins. Mais on peut se poser la question, est-ce qu'effectivement on peut avoir 20% d'énergie solaire? Est-ce que par rapport au réseau, c'est un problème? Je ne vais pas répondre à toutes ces questions-là. Enfin, c'est des choses qui sont encore des sujets de recherche. Mais en fait, les expérimentations qui sont faites dans certains pays montrent qu'effectivement, on peut mettre plus de 20% sur le réseau et ça tient. Et puis, l'autre question, c'est est-ce qu'on a assez de place pour mettre les panneaux solaires
pour alimenter en énergie effectivement un pays comme la France, ou n'importe quel pays d'ailleurs, vous voyez, en fait, on peut regarder, on peut couvrir des surfaces artificialisées. La surface que vous représentez là, pour la population, par rapport à la consommation de la population mondiale, par rapport à la surface du globe, enfin la surface des terres émergées, c'est de l'ordre du %. D'accord. Donc en fait, en France également, ce serait de l'ordre du %, c'est-à-dire qu'en fait, on aurait besoin de couvrir 1% des terres. Donc c'est beaucoup et c'est pas beaucoup. Imaginez un département qui serait, quel département a envie de se couvrir entièrement de panneaux solaires? D'accord. Alors la chance qu'on a, c'est qu'en fait, on a déjà artificialisé, pas la chance, je ne sais pas, mais en tout cas, on a artificialisé déjà tellement de sols avec des routes, des toitures, etc., qu'en fait, la surface des toitures et des routes et des surfaces de sol artificialisées suffirait largement en fait à produire, si on installait des panneaux solaires. Donc les toitures, par exemple, il y en a à peu près entre 1200, enfin des analyses qui ont été faites par l'IGN et d'autres, entre 1000 et 2000 km². Donc, il faut regarder lesquels sont utilisables. Si on utilisait les friches industrielles et les parkings, il y aura à peu près de quoi installer 53 gigawatts de panneaux solaires. Donc, 53 gigawatts avec donc quelque chose qui serait de l'ordre de 15% de facteur de charge. Donc, si vous voulez, ça ferait à peu près une dizaine de centrales nucléaires. Voilà, on peut aussi en mettre sur les sols, on parle d'en mettre dans les champs, d'en mettre, etc. Donc ça, c'est des débats. Si vous voulez, je garderai ça pour les questions. C'est des débats qui sont actuels. Vous avez probablement vu passer des suggestions de ce type-là. Donc, on peut se poser la question de est-ce que c'est une bonne idée. Ça, je pourrais en discuter. Voilà, donc le coût, j'ai déjà parlé un petit peu de ça, peut-être je ne vais pas passer trop de temps là-dessus. Donc le coût actuellement, voilà, on est à 2 centimes par watt au niveau du module, donc c'est pas très très cher. Donc la puissance nominale, le coût de l'électricité produit en Allemagne, donc ça c'était en 2018, c'était 4,3 centimes, ça a encore baissé. Dans des pays très ensoleillés comme les Émirats Arabes Unis, c'est en dessous de 2 centimes, d'accord. Pensez que le coût amorti de l'électricité nucléaire en France, c'est 3,4 centimes du kilowattheure. Voilà, donc vous avez ces courbes de coûts là ici, effectivement, avec le solaire, effectivement, qui est maintenant même en dessous de l'éolien. Je vais peut-être laisser tout ça. J'avais juste peut-être un point pour aller un petit peu plus vite et aller dans la technique. J'avais un petit point, c'est juste sur les histoires de coûts. Aujourd'hui, les modules, je l'ai dit, sont pas chers. Et finalement, ce qui coûte cher dans l'électricité, c'est ce coût de l'électricité solaire. Ce qui coûte cher, c'est pas la partie module. C'est en fait tout ce qui est l'installation, les gens qui vont monter sur les toits ou le génie civil pour installer les choses, etc. C'est en fait plus coûteux qu'aujourd'hui que les modules, qui représentent à peu près 20% du coût d'une installation. OK. Alors maintenant, je voudrais, parce que quand même, c'est l'université, je peux vous parler que de coûts et d'enjeux de société. Je pense que c'est souvent des choses qui sont intéressantes. Je vais essayer d'expliquer à un public en sciences des matériaux. Peut-être certains d'entre vous ont vu ce que c'était qu'un semi-conducteur, mais peut-être pas tous. Donc je vais imaginer, je ne sais pas, parce qu'on m'a dit que c'était un public assez large. C'est ce que j'ai compris, hein, d'accord. Donc, je ne vais pas vous demander de savoir ce que c'est qu'un matériau, enfin, ce que c'est qu'un matériau semi-conducteur, de savoir ce que c'est comment fonctionne une cellule solaire. Je vais vous expliquer ça avec une analogie hydraulique. On voit bien la puissance d'une chute d'eau, d'accord, et on peut imaginer que finalement, quand on a un courant électrique, on fait un circuit, d'accord, et l'énergie hydraulique dont on peut, ressentir quelque part la puissance, hein, c'est comme un flux. Et la puissance électrique, ça va être à la fois la quantité d'électrons qui passent, le courant, d'accord, donc le flux, donc si vous voulez, la quantité, là, dans l'énergie juridique, le débit de l'eau qui circule dans un circuit, et c'est en même temps la force avec laquelle, donc si vous voulez, la pression de l'eau, et cette pression, si vous voulez, dans une centrale hydraulique, elle va dépendre de la hauteur de la chute d'eau, d'accord, donc de l'énergie potentielle, si vous voulez, que cette eau cède lorsqu'elle fait un circuit.
Et donc là, ici, vous avez un système dans lequel vous avez de l'eau. Alors, je commenterai après comment on la monte. Mais vous voyez que vous avez un système dans lequel il y a des éclaboussures là, qui viennent dans une mare. Donc, on va imaginer cette mare, c'est un petit peu des électrons qui sont dans ce matériau qui est semi-conducteur. Et donc, ces électrons, on peut les projeter si par exemple, on lance des cailloux dans la mare, on peut faire des éclaboussures et donc on va projeter de l'eau à différentes hauteurs. Et donc, si on a un caillou très gros, on va faire des éclaboussures qui vont monter très haut. Et si on a un caillou tout petit, peut-être on a des éclaboussures qui vont monter moins haut. Ces cailloux, c'est un petit peu l'analogue de l'effet de la lumière, des photons, des particules de lumière qui vont impacter les électrons, leur donner de l'énergie. Et vous savez que si les photons sont plutôt dans l'infrarouge, bah, ils ont moins d'énergie, donc c'est plutôt comme des petits cailloux. Et si c'est s'ils sont plutôt vers l'UV, s'ils ont beaucoup d'énergie, c'est comme des gros cailloux. Hein. Donc dans l'UV, ça brûle la peau, ça crée des coups de soleil, et l'infrarouge, ça réchauffe un petit peu. Et donc, si on a, vous voyez que dans ce matériau-là, donc en fait, l'eau peut être projetée. Si elle est projetée, elle arrive sur le toit, et puis on peut faire on peut la récupérer et la renvoyer dans la mare. D'accord. Si on a une énergie qui n'est pas suffisante, ben ça reste en bas et on n'arrive pas à exciter ou à donner de l'énergie à ces électrons. Ah oui, que bah voilà, donc la lumière, c'est un semi-conducteur, une cellule solaire, ça va être un matériau composé d'un matériau qui va effectivement être capable lorsque les électrons seront agités par la lumière, hein, excités par la lumière, vont pouvoir être projetés à une certaine hauteur, donc avec un seuil d'énergie. Si c'est au-dessus du seuil d'énergie, ça va être dans un autre dans ce qu'on appelle d'autres états accessibles aux électrons, hein, des états de matériaux, donc qui se comportent un petit peu comme ici, comme ce toit. Et donc, ces niveaux-là vont pouvoir collecter les électrons. Et puis, finalement, si on arrive à les récupérer jusqu'à un électrode, on peut être capable de récupérer cette énergie potentielle et de la faire circuler. Donc, vous voyez que ce que l'on voit dans les cellules solaires, en fait, ce que ça explique, ce schéma, c'est il faut quand même que la lumière ait une certaine énergie minimum pour qu'elle puisse effectuer un travail. D'accord. Si seuls les photons qui seront suffisamment énergétiques vont pouvoir donner une énergie suffisante aux électrons pour qu'ils arrivent dans cet état supérieur dans lequel, à partir, on va pouvoir organiser un petit peu la circulation des électrons et la chute d'eau. Si l'énergie est très supérieure à ce minimum, ben, en fait, ça ruisselle sur le toit et vous voyez que de toute façon, tout ce qu'on récupère, c'est à peu près ce qui est au niveau de la gouttière. D'accord. Ce que ce schéma illustre de manière très simple, c'est qu'en fait, dans les dispositifs, les cellules solaires classiques, on ne récupère qu'une partie de l'énergie. Hein, cette énergie lumineuse, vous voyez, qui peut être cédée aux électrons, ben, il y en a une partie qui ne va pas être récupérée parce que des photons, une partie du spectre solaire n'a pas assez d'énergie. Et donc, cette énergie-là, elle n'est pas utilisée, elle traverse le matériau, ou elle est diffusée, ou elle fait de la chaleur, elle fait autre chose, mais elle ne permet pas de récupérer de l'énergie électrique. Les photons sont très énergétiques. Vous voyez qu'on n'a récupéré qu'une partie, qu'une fraction seulement de l'énergie disponible. D'accord. Et donc, au final, si on regarde entre l'énergie qui est perdue et l'énergie qui est perdue par ruissellement ou l'énergie qui n'est pas récupérée parce qu'on a une énergie qui n'est pas assez faible, on va avoir une fraction. Et donc, après, on peut se poser la question, quelle est la bonne hauteur de cette gouttière pour récupérer le maximum d'énergie solaire. Alors, il se trouve que si on regarde à peu près le spectre de l'énergie solaire, ce que l'on peut espérer récupérer, si on positionne le toit au mieux par rapport à ce qu'est le spectre, la distribution de photons, c'est à peu près un tiers. Dans les cellules solaires, au mieux, on va avoir un tiers de l'énergie solaire qui ne va pas être utilisée, un tiers des photons qui ont une énergie trop faible, et puis dans les 2 tiers restants, ben, la moitié sera perdue par ruissellement. D'accord. Et donc, au final, on a un rendement de cellules solaires dans les dispositifs classiques qui correspond à peu près à un tiers de l'énergie disponible. Donc, vous voyez que ce serait 33%. On est aujourd'hui commercialement à 20%. Il y a encore un petit peu de marge. Mais en fait, on peut aussi réfléchir à la diagramme et puis de se dire, mais il y a peut-être quand même des solutions à récupérer plus. Et donc, ça, ce que je vous présenterai peut-être même juste maintenant. Alors, je vais peut-être passer la partie un peu plus technique. En fait, on peut se poser la question, on peut prendre la question un peu autrement.
le soleil. Alors, on peut prendre la question autrement en se disant, finalement, on parle de conversion d'énergie. La conversion d'énergie, les personnes qui ont commencé à s'intéresser à cette question-là, c'est les thermodynamiciens. Et donc, je pense vous connaissez tous une formule de rendement, qui est le rendement de Carnot. Alors, ce n'est pas évident de voir pourquoi le rendement de Carnot, qui a été inventé pour des machines à vapeur, serait pertinent pour discuter de piles à combustible ou de discuter de cellules solaires. En fait, c'est le cas. Et la raison, c'est que le Soleil, c'est une source chaude qui est à peu près qui a une température de rayonnement de 6000 degrés. La surface du Soleil, le Soleil, c'est une boule, et ce qu'on reçoit comme rayonnement solaire, c'est un rayonnement qui a une température, hein, comme un fer qui est chauffé au rouge, hein, mais qui serait à 6000 degrés. Nous, sur Terre, la cellule solaire, elle va fonctionner, elle va être à 300 degrés Kelvin. D'accord, à peu près. D'accord. Donc, on peut se dire finalement, le rendement de Carnot de la conversion d'énergie solaire en travail, c'est 95%. Et ça, si on fait plus, alors il faut aller réveiller Carnot. C'est la fête. Peut-être on peut avoir des machines à mouvement perpétuel, etc., etc. Donc, moi, je ne miserai pas là-dessus. Et je me dis, si 95%, c'est le maximum absolu, mais en même temps, ça dit aussi que ce serait peut-être atteignable. En fait, pour des raisons qui, je pense que je n'aurai pas le temps de développer, mais l'entropie de rayonnement, ou la manière dont... il y a une entropie qui est associée au rayonnement, et en particulier à l'absorption et à l'émission de rayonnement, qui fait qu'on ne peut pas être tout à fait à 95%, mais on serait quand même à 93%. Et ça, c'est la limite thermodynamique de conversion d'énergie solaire. Ceci dit, on ne sait pas construire un dispositif, on ne saurait pas vraiment construire un dispositif qui serait capable d'avoir ce type de rendement. On peut juste l'imaginer. Ce qu'on peut faire, par contre, on peut imaginer, construire, designer, faire le design de dispositifs qui auraient des rendements qui seraient de l'ordre de 86%. Et ça, c'est tout à fait imaginable. Donc, sur cette même échelle, je peux mettre les dispositifs systèmes commerciaux qui sont autour de 22%. 27%, c'est en laboratoire ce qu'on sait faire avec du silicium. Donc, le maximum théorique, ce que je vous ai dit, hein, donc avec la parabole du toit, si on raisonnait en termes de semi-conducteurs, on raisonnerait en fraction de puissance incidente par rapport à cette énergie de gap, hein, ce seuil d'absorption du matériau. Pour le spectre solaire, c'est quelque chose qui serait, le gap, ce serait correspondrait à une énergie qui serait de 1 électron, entre 1 et 1,5 électronvolts, et effectivement donnerait un rendement de à peu près 33%. Donc ça, c'est ce qu'on peut faire avec un matériau, mais en fait, si on réfléchit, on peut se dire pourquoi utiliser un seul matériau. Là, vous voyez que ce compromis-là, ces 33%, ils viennent de quoi? Ils viennent du fait qu'on essaie de convertir un spectre qui est très très large, avec des photons infrarouges, des photons visibles, des photons UV, avec un seul matériau. Mais pourquoi on ferait une chose pareille? D'accord? Quand on fait ça, on loupe des photons, et puis il y a des photons dont on n'utilise pas toute l'énergie. Mais si je prends maintenant deux matériaux, un qui va récupérer une gouttière qui sera un petit peu en hauteur, qui va récupérer l'énergie de tous les photons très très énergétiques, et puis une deuxième gouttière un petit peu en dessous, qui va récupérer des photons un petit peu moins énergétiques. Puis si j'en mets deux, je peux en mettre 3, 4, 5, etc. Et si j'en mets un très grand nombre, eh bien, je peux arriver à 86%. Actuellement, si on en empile 6 en laboratoire, et on arrive à des rendements de 47%. D'accord? Donc ça, c'est 47%, c'est ce qu'on sait faire en laboratoire. C'est pas commercial. Les meilleures cellules commerciales sont très très chères, sont autour de 30%. Mais ce sont des choses, vous voyez qu'aujourd'hui, à 22% de rendement, l'énergie solaire est l'une des moins chères qui existent. Mais en fait, peut-être qu'en 2050, on sera à 45%. Peut-être qu'à la fin du siècle, on sera à 60%. D'accord? Et donc, il y a encore de la marge de progression. Et c'est pour ça qu'on est tellement loin de la limite de rendement que c'est pour ça que vous voyez ces courbes d'apprentissage qui sont encore relativement verticales. C'est parce qu'en fait, il y a une marge de progrès qui est encore très importante par rapport à ce que l'on est capable de faire
ce que l'on peut espérer faire. Donc, ça veut dire qu'il y a encore de la place pour pas mal de recherches. Je passe ce point-là. Il y a un point qui est intéressant, c'est une cellule solaire, donc qui est basée sur des semi-conducteurs. C'est en fait une diode. Alors, je ne sais pas si vous n'avez pas forcément étudié ce que c'est qu'une diode, mais vous savez qu'une diode, c'est quelque chose à laquelle on associe peut-être des semi-conducteurs, et puis le courant, il passe mieux dans un sens que dans l'autre. D'accord? C'est un petit peu la notion de diode. Et puis, vous savez que vous avez entendu parler de diodes électroluminescentes. Les diodes électroluminescentes, ben, c'est ce qui nous éclaire aujourd'hui, probablement. Je ne vais pas vérifier si vous avez encore des vieilles lampes ici, mais ou pas. C'est peut-être des diodes électroluminescentes, et c'est probablement ce que vous avez chez vous. C'est ce qu'il y a dans vos téléphones, hein, les petites lumières pour rentrer chez soi le soir, trouver les clés, etc. Voilà. Donc, ces diodes électroluminescentes, en fait, ce sont des dispositifs qui sont basés sur les semi-conducteurs et qui fonctionnent à l'envers. Une cellule solaire, on rentre de la lumière et on sort de l'électricité. Une diode électroluminescente, c'est exactement le contraire. C'est un système où on rentre du courant électrique et on sort de la lumière. D'accord? C'est un petit peu comme si on pompait de l'eau, d'accord? Et quand on fait déborder la gouttière, et ça produit de la lumière. D'accord? Donc, c'est effectivement un système qui est réciproque. Ces diodes électroluminescentes, c'est en fait un système qui est réciproque du celui des cellules solaires. Vous voyez ici, là, vous avez un rendement quantique d'électroluminescence qui vous dit à quel point un système est efficace. Ça vous dit, finalement, c'est un rendement quantique, donc ça vous dit combien de photons j'ai quand je mets des électrons. Quand j'envoie des électrons, d'accord, par unité de courant que je fais circuler, quel est mon flux de photons émis. D'accord? Et là, vous avez pour les mêmes. Donc, on peut regarder. Donc, tout ça sont des dispositifs photovoltaïques. Et on a comparé leur rendement photovoltaïque. Donc, combien d'électricité je sors par lumière par rapport à l'énergie lumineuse que je mets, par rapport au nombre de photons que je sors par électron que j'injecte. Et vous voyez, là, ici, vous avez une assez bonne correspondance entre les deux. D'accord? Et donc, c'est un dispositif qui est capable de convertir effectivement de la lumière en électricité dans les deux sens. En fait, ce que ça dit, c'est plus un système est efficace pour convertir la lumière, enfin l'électricité en lumière, plus il va être aussi, a priori, efficace pour faire le processus inverse. D'accord? Ça vient de quoi? Ça vient de, si je reviens là sur l'histoire du toit, on voit qu'on a des processus en fait dans ces choses-là. On convertit de la lumière en électricité. Ici, donc on veut efficacement collecter dans la gouttière. Efficacement collecter dans la gouttière, ça veut dire que déjà, la gouttière, elle est capable de drainer, elle n'est pas encombrée par des feuilles mortes, elle est capable de drainer l'eau efficacement et elle ne va pas déborder. D'accord? Bon. Si elle déborde, ça veut dire que, enfin, si j'arrive pas à récupérer les choses, ça veut dire que ça, c'est de la perte, c'est pas de la puissance électrique que je vais récupérer. Dans l'autre sens, c'est pareil. Si je veux que mon système, ce que je souhaite, c'est qu'à chaque fois que j'ai un photon ici qui arrive dans la mare, ça me produise bien un électron que je collecte, d'accord, et vice versa, et que j'ai pas de processus parasite. Ce que ça me dit, c'est que je ne veux pas de processus parasite dans lesquels, par exemple, des électrons que j'aurais réussi à percher, à laquelle j'aurais donné de l'énergie, ben, finalement la dissipe en chaleur avant d'être arrivé à l'électrode. D'accord? Et donc ça se traduit effectivement par ces propriétés, ou cette correspondance dans les propriétés. Et donc ça, le fait que on peut regarder comment une cellule solaire fonctionne en regardant comment elle émet de la lumière, ça a donné lieu à tout un tas de techniques de caractérisation des cellules solaires, au point qu'actuellement, par exemple, vous avez un module silicium et vous avez son image en électroluminescence. C'est-à-dire que je l'alimente, au lieu de l'utiliser pour faire de l'énergie, je l'alimente en électricité et il émet de la lumière dans l'infrarouge. D'accord? Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire de l'imagerie et donc là, on peut voir les défauts. Voir, tiens, il y a des endroits qui émettent bien, il y a des endroits qui émettent pas bien. Peut-être qu'il y a des défauts à tel ou tel endroit, peut-être que tel endroit chauffe, peut-être que tel endroit a des défauts, etc. Donc ça devient des techniques un peu de routine pour étudier les panneaux solaires.
Je ne sais pas si je peux. Voilà. Vous avez en gros, actuellement, il y a 3 technologies qui sont commercialisées. Il y en a 2 qui sont basées sur du silicium. Donc, soit du silicium monocristallin, soit du silicium polycristallin. Monocristallin, c'est-à-dire qu'on fait des blocs de plusieurs tonnes à base de silicium ultra pur et parfaitement cristallisé. Et ces objets-là, donc qui sont parmi les choses peut-être les plus pures, les mieux organisées qu'on sait faire, ça se vend, c'est peut-être le prix d'une bouteille de lait au kilo. Enfin, c'est à peine plus, peut-être un petit peu plus, mais pas forcément beaucoup plus. Et donc, c'est des prouesses technologiques qui font qu'on arrive à avoir ces matériaux ultra purs. Et donc, ils vont être ces matériaux ultra purs, cristallisés à haute température, coupés en petits morceaux, en plaquettes fines, qu'on va ensuite assembler. Donc c'est des robots qui le font, bien sûr, les uns les autres. On va les mettre, on va faire des cellules. Chacune de ces cellules, c'est à peu près 15 par 15 cm. J'aurais pu en emmener là. C'est quelques centaines de centimètres carrés. Chacune de ces cellules génère un courant de plusieurs ampères, en fait. Et on va les mettre en série pour avoir une tension au final qui soit intéressante, de l'ordre de 5, typiquement 50 volts ou plus. Et puis après, on va mettre ces panneaux-là en série sur le toit et alimenter ce que l'on veut. Donc, ça, c'est une manière de faire, c'est la manière actuelle, c'est 95% de ce qui est commercialisé aujourd'hui, mais en fait, comme vous le savez, vous ne le savez pas, mais en fait, le silicium n'est pas le meilleur matériau pour absorber la lumière, il n'est pas très efficace, en fait, pour absorber, ce qu'on appelle un gap indirect. Donc, c'est un matériau dans lequel les processus d'absorption sont un petit peu plus complexes, en particulier dans le visible, et qui font qu'il faut des épaisseurs assez grandes. Ce serait assez séduisant d'avoir des matériaux qui absorbent beaucoup plus, il en existe, pour lesquels il suffirait d'une fraction de micron, typiquement 1 micron ou moins, pour absorber la même quantité de lumière et qu'on pourrait enduire, par exemple, par des techniques d'impression sur du verre, sur du plastique, sur de l'acier. Mais ce sont des choses qui existent, que l'on fait. Il y a quelques technologies qui ont des performances donc l'on sait faire comme ça avec des couches minces sur verre, des matériaux polycristallins élaborés, donc on n'a pas besoin de recristalliser à haute température, de purifier autant. Et donc il y a quelques technologies qui existent, ce sont essentiellement des technologies chalcogénures aujourd'hui, et puis il y a d'autres technologies qui sont émergentes et qui seront peut-être industrialisées prochainement, et que l'on est capable effectivement de fabriquer par des techniques de type impression jet d'encre. D'accord. Donc on pourra certainement, donc ça c'est une autre voie de progression. Dans l'énergie solaire, c'est tout ce qui est les procédés, mise en forme des matériaux. Et avec ces matériaux-là, si on peut les imprimer, vous pouvez imaginer d'avoir des cellules solaires finalement au prix de votre journal, le mètre carré de. Voilà. Donc c'est des choses, effectivement, en tant qu'objet, c'est des choses qui ont le potentiel d'être extrêmement bon marché. Le convertisseur lui-même. Voilà. Donc ce que je vais pas rentrer trop dans les détails, je ne sais pas à quelle heure il est. Il est 47. Je vais peut-être avancer un petit peu. Voilà. Les procédés, donc ça, je ne vais pas mettre tous les détails sur comment on fabrique les cellules solaires, comment les assembler, etc. Technologie couche je vais passer un petit peu. Donc il y a des procédés. Ces procédés-là, donc vous voyez, c'est ce que l'on fait aujourd'hui, c'est déjà aujourd'hui très très bien. Et ce sont des matériaux que l'on sait faire, donc avec ces technologies-là sur lesquelles je passais très très vite, mais vous voyez, en fait, on recristallise, on fond du silicium, on le purifie, on le coupe, etc. Il y a énormément d'étapes. Et vous voyez qu'on est en train de faire des milliers de kilomètres carrés avec des petits bouts de plaquettes qu'on assemble les unes avec les autres. Bien évidemment, on peut se dire qu'à terme, probablement, ce serait sans doute beaucoup plus avantageux d'avoir les techniques d'impression. Là, vous avez des exemples de ces matériaux dont je parlais, des matériaux qu'on peut faire là ici, ça c'est quelque chose d'info laboratoire, des matériaux qui sont électrodéposés sur les grandes surfaces, ce sont des cellules à colorants, un laboratoire japonais, d'autres exemples. Donc, on peut faire des cellules solaires qui sont colorées, qui sont esthétiques, qui peuvent alimenter c'est plutôt des applications de type alimentation de capteurs, microsources. On peut faire, donc ça c'est aussi, ce sont des cellules qui ont été faites par les techniques d'impression ici. Et donc on a des cellules maintenant qui atteignent des rendements d'à peu près 20%, mais on ne sait pas encore maîtriser sur des échelles, on ne sait pas encore en faire des mètres carrés, mais ça viendra.
très certainement. Et donc, vous voyez qu'on a là des systèmes qui sont aussi peut-être plus performants et qui sont peut-être mieux adaptés à manière d'utiliser l'énergie solaire dans l'avenir. Donc, il y a toute une recherche sur la mise en forme des matériaux, sur rechercher des matériaux nouveaux. Un autre point que je pourrais mentionner, c'est que initialement, je vous ai parlé du silicium. En fait, maintenant, il existe une dizaine de matériaux avec lesquels on sait faire des cellules solaires à plus de 20% de rendement. Et ces matériaux, c'est pas que du silicium, c'est des semi-conducteurs évidemment du type de ceux qui sont utilisés pour faire les diodes électroluminescentes. C'est aussi des chalcogénures, des matériaux là comme ça polycristallins. C'est aussi des molécules organiques. C'est aussi des matériaux, enfin des matériaux hybrides composés de semi-conducteurs avec des molécules incorporées, ce qu'on appelle les perovskites hybrides, etc., etc. Donc il y a une grande variété de matériaux avec lesquels, et on sait de mieux en mieux, et avec de plus en plus de matériaux, tirer le meilleur parti des matériaux pour en faire des cellules solaires performantes. Je vais peut-être passer tout ça. Pour arriver à la fin. Donc, il y a beaucoup de questions technologiques liées aux interfaces, etc., au rendement, manière d'associer les matériaux. Je voudrais quand même, parce qu'on parle de soutenabilité, donc je voudrais passer le reste du temps que j'ai, il me reste peut-être encore un petit peu, 5 minutes, voilà, à discuter de ces aspects-là, donc de soutenabilité là-dessus. Donc, dit maintenant, on a des matériaux, on sait faire des cellules solaires, ici vous voyez, sur des matériaux souples, on peut faire des cellules solaires qui sont partiellement transparentes. On sait faire des cellules solaires qui sont complètement transparentes. Et ça, c'est un peu un paradoxe, parce qu'on peut se dire, mais comment on peut faire de l'énergie si on n'absorbe pas la lumière? C'est un peu contraire à ce que j'ai vu. En fait, on sait faire des cellules solaires qui n'utilisent que l'infrarouge et l'UV, et qui vont être transparentes dans le visible. D'accord? Évidemment, elles vont produire moins d'énergie. Hein. L'énergie qu'on n'absorbe pas, on ne va pas la convertir. Mais maintenant, vous voyez, on a, je dis, finalement, la question du rendement. On a encore beaucoup de marge de progrès, mais finalement, on a déjà des rendements qui suffisent pour avoir beaucoup d'applications et pour satisfaire beaucoup de besoins. Les coûts, on peut faire mieux, mais c'est déjà pas mal. Par contre, là maintenant, on arrive à une échelle qui est térawatts, donc on a des milliers de kilomètres carrés qui sont installés en cellules solaires. Et donc là, il faut commencer à se poser la question, qu'est-ce qu'on utilise comme matériaux? C'est des matériaux critiques. Où est-ce qu'on va les chercher? Est-ce qu'on a des procédés qui émettent du CO2? Est-ce qu'il faut beaucoup de CO2 pour fabriquer une cellule solaire? D'accord? Et puis, là, je vous ai parlé on parle de transition énergétique. La transition énergétique, vous savez sans doute que l'électricité, c'est une petite partie de l'énergie qu'on utilise. L'essentiel de l'énergie qu'on utilise, ce n'est pas de l'électricité. En France, c'est peut-être 25% de l'énergie. Mondialement, je crois que la moyenne, c'est plutôt autour de 20%. Et donc, l'essentiel de ce qu'on utilise, si on veut penser à ces questions de pollution, à ces questions de gaz à effet de serre, etc., si on veut décarboner, il faut décarboner non seulement, alors on peut rendre plus facilement électrique ces choses-là, mais peut-être aussi, il faut réfléchir à de nouvelles applications. Par exemple, pourrait-on fabriquer, à partir d'énergie solaire, directement des combustibles, par exemple, hein, avoir ce qu'on appelle des solar fuels, d'avoir des combustibles qui sont fabriqués par énergie solaire. Et d'autres points, c'est effectivement toutes les questions aussi autour de nouveaux types d'applications, mais ça, je vous en ai parlé en introduction, je ne vais pas revenir dessus. Les carburants solaires, c'est effectivement, si on peut faire de l'électricité, on peut faire finalement, on a ces électrons dans les matériaux que l'on donne une énergie potentielle, on leur donne en fait finalement un potentiel électrochimique. D'accord? Et donc une capacité aussi à activer des réactions. Et donc on peut imaginer d'avoir des matériaux qui sont aussi directement actifs pour faire de la chimie et pas simplement pour faire de l'électricité. D'accord? Et donc là, il y a des démonstrations qui existent. Alors il y a deux manières de le faire. La manière la plus efficace, c'est quand même de prendre une cellule solaire et d'alimenter un électrolyseur avec. Et donc là, on fait de l'hydrogène. On peut aussi de la réduction du CO2. D'accord? Et là, il y a des rendements solaires à hydrogène de 30% qui ont été démontrés en laboratoire ou sur des petits pilotes. Il y a d'autres manières qui sont moins efficaces, mais plutôt autour de 10% de rendement, si on essaye directement d'avoir un semi-conducteur ou d'avoir des matériaux qui vont absorber et directement dans la solution faire de la chimie. Et là, ça pose beaucoup plus de problèmes et ce sont des choses qui sont finalement, on peut se poser la question de est-ce que ça intéresse. Je voudrais
parler un petit peu de soutenabilité. Je pense que c'est des questions maintenant qui sont, je dis, puisque finalement les autres questions sont des questions qui sont quand même. Il y a de la marge de progrès, mais disons, c'est peut-être pas le verrou principal. Aujourd'hui, donc, en fait, alors voilà, l'énergie primaire mondiale, 19 terawatts, dont 7,5 électriques. En 2020, on avait installé 700 gigawatts. 2022, on avait installé 1 terawatt. Et puis maintenant, je pense qu'on doit approcher peut-être les 1,3 ou 1,4 terawatts installés. D'accord. Et donc, à l'époque, c'était 5000 km². Alors, voilà, je fais pas, à chaque fois que je fais une présentation, je mets pas à jour les chiffres, surtout je laisse faire le calcul, mais ça, c'est malgré tout, c'est des millions de tonnes de verre. Hein, les cellules solaires, il faut les protéger de la pluie, de la grêle, etc. Donc, en général, il y a un couvercle en verre, une protection, une encapsulation qui utilise du verre. Donc ce verre, il faut le fabriquer, il faut du CO2, hein, ça se fait avec du gaz, hein, le verre, il faut le fondre, etc. Donc il y a la question de l'abondance. Alors le silicium est très abondant, mais pour faire une cellule solaire, il n'y a pas que du silicium, il faut par exemple prendre des contacts électriques dessus. Aujourd'hui, ces contacts électriques sont pris avec de l'argent, parce que l'argent est un très bon conducteur, et au point que la moitié de l'argent qui est qui est récupéré dans le monde sert à faire des cellules solaires aujourd'hui. Donc ça, c'est pas soutenable. Hein, et donc, il faut regarder, est-ce qu'on peut substituer, est-ce qu'on peut faire autrement, etc. Peut-être qu'il faut faire autrement peut-être imaginer d'autres types d'architecture de cellules solaires, etc. Voilà. Il y a certains matériaux, donc je n'ai pas discuté tous les matériaux, mais il y a des matériaux, un matériau qui est très, très étudié en même temps, que j'ai mentionné tout à l'heure, ce sont les perovskites hybrides, sont les matériaux qui contiennent du plomb. Il se trouve que les matériaux qui sont les plus efficaces contiennent du plomb. Pour un matériau propre, ce n'est pas forcément terrible, hein, pour un matériau qui veut faire de l'énergie propre. Voilà. Après, avec une batterie en plomb qu'il y a dans une voiture, on doit pouvoir faire des dizaines de mètres carrés, voire des centaines de mètres carrés. On utilise 1 gramme par mètre carré, en fait, hein, dans ces cellules solaires. Voilà. C'est pas beaucoup, mais bon. Donc, toutes ces questions, abondance, toxicité, etc., sont des choses qui sont à étudier. Mais en fait, finalement, il ne faut pas raisonner qu'à l'échelle de la cellule, il faut raisonner à l'échelle globale. Ces panneaux solaires, effectivement, ils sont encapsulés. En fait, un panneau solaire, c'est essentiellement du verre. C'est 90% de verre et c'est 10% de silicium, et voilà, etc. Donc, en fait, la question aussi de tous les matériaux de structure qui sont utilisés, c'est une question. La question des contacts, du cuivre, des connecteurs, etc. Mais ça, c'est vrai pour toutes les techniques électriques que l'on veut installer. Décarboner l'énergie, la remplacer par l'électricité, ça veut dire avoir des bons conducteurs. Ces conducteurs, aujourd'hui, c'est beaucoup du cuivre. Vous voyez là, par exemple, effectivement, si on voulait installer, si on voulait 50% de l'énergie électrique sous forme de panneaux solaires, les câbles, la quantité de cuivre dont on aurait besoin, c'est 5 années de production. D'accord? C'est-à-dire qu'il faudrait prendre 5 années de production mondiale de cuivre pour avoir 50%, pour installer 50%. Après, ces panneaux solaires, ils vont fonctionner pendant des années. D'accord? Un panneau solaire dure, il est garanti 20 ans au moins, maintenant plutôt 30 ans d'ailleurs. D'accord? Donc il va fonctionner pendant une trentaine d'années. Mais quand même, c'est pour vous donner une échelle, dire les quantités, si on voulait aujourd'hui l'électrification du système électrique mondial, c'est des quantités de matière qu'on a du mal à se représenter. D'accord? Ça représente à peu près la quantité de ce qui est à peu près accessible. On est en train de toucher un peu les bords là, de ce que l'on a. Voilà. Donc ça, c'est un premier point, l'abondance des matériaux. Et ça, c'est vrai pour toutes les technologies. Et tant qu'on utilisera autant d'énergie de la manière dont on l'utilise, et pour les choses que l'on utilise. 2 points, je pense qu'il faut que je saute à la conclusion. CO2. Vous voyez, les premières technologies de fabrication de panneaux solaires, en fait, un panneau solaire, enfin, comment dire, on avait plusieurs centaines de grammes. Là, vous voyez, c'était 2, 3, 4, 5. On avait 500 grammes de CO2 par kilowattheure, les panneaux solaires, dans les années 70. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, c'est pas terrible, hein, c'est aussi bien que du gaz. D'accord? Vous voyez qu'avec les progrès sur la production, là maintenant, on est descendu plutôt à 20. Dans les technologies les plus récentes, on est à 20 grammes de CO2. Le nucléaire, c'est 10-12.
D'accord? Donc, on est vraiment sur des quantités qui sont enfin, donc, on a une énergie qui est effectivement très, très décarbonée aujourd'hui. Voilà. On peut s'intéresser également à ce qu'on appelle énergie payback time, c'est-à-dire quelle est la quantité d'énergie qu'il faut pour fabriquer un panneau solaire comparé à la quantité d'énergie que produira un panneau solaire. Là, c'est pareil. Dans les années 70, il fallait beaucoup d'énergie. D'accord? Il fallait 15 ans de production d'un panneau solaire pour fournir l'énergie qu'il avait fallu pour le fabriquer. Pas terrible. Et puis aujourd'hui, c'est plutôt une année, alors que ce même panneau solaire va produire pendant 20 à 30 ans. D'accord? Donc on est vraiment sur quelque chose qui est devenu mûr, voilà, avec un impact positif sur toutes ces questions. Ok, la stabilité, je vous ai dit, une vingtaine d'années. Bon, voilà. Et puis, je vais passer à la conclusion. Je m'arrête là-dessus. Et puis, voilà. Et puis, si on veut dire, j'ai pas dit, je travaille à l'IPVF et sur le plateau de Saclay, et on recrute. Merci. Merci beaucoup. J'avais une question sur l'aspect recyclage. Du coup, ça va faire une grosse quantité de panneaux produits. Est-ce que ça se recycle? Comment? Est-ce qu'il y a des procédés qui existent déjà? Voilà, Oui. À la fois du point de vue de la recherche des industriels. Merci. Alors, oui, tout à fait. Ça se recycle. Alors, en fait, les panneaux solaires, effectivement, peuvent durer très longtemps. Donc, à la base, effectivement, on commence à peine. Ce qui est recyclé aujourd'hui, c'est un peu les déchets de production. D'accord? C'est les 5% de panneaux qui sont cassés dans la chaîne de production. On commence à peine à les démonter. Ce qu'on voit aussi arriver, c'est les centrales solaires d'il y a 10 ans. Il y a des gens qui commencent à démonter des panneaux qui fonctionnent très bien, mais en se disant maintenant, on va mettre les nouveaux panneaux, que ça produit davantage. Ce qu'on appelle le repowering. Donc ça, c'est dommage. C'est un petit peu, je pense, le même effet avec les batteries. On va prendre des batteries, on va se dire, ah, maintenant, j'ai une batterie qui a plus de... Donc, ma vieille batterie, elle marche encore. Elle a peut-être encore 80% de sa capacité initiale, ou même 50%. Elle pourrait encore me servir, mais je vais quand même la balancer et en prendre une autre. D'accord? Donc ça, ces questions-là, on commence à avoir des besoins pour effectivement recycler. Il se trouve qu'en France, on est plutôt en avance. On a une usine qui s'appelait Soren, elle a changé de Rosy, maintenant je crois que c'est Rosy Solar. Et donc, qui recycle les panneaux solaires. Ça fait partie donc, on sait, le panneau solaire, c'est quoi? C'est du verre, ce sont des métaux. Il y a un peu de plastique d'encapsulation, des semi-conducteurs, du silicium. C'est relativement simple. Je dirais, à la limite, c'est sans doute plus facile à recycler quelque part que des batteries ou des choses comme ça. C'est moins dangereux. Une batterie, on entend parler, les batteries, quand on veut les recycler, faut pas que ça explose, faut pas que ça, enfin, on ne sait pas si elles sont chargées ou, enfin, voilà, ça pose tout un tas de problèmes, le recyclage des batteries, la collecte, etc. Panneau solaire, c'est relativement simple. Par contre, il y a un gros défi, et je pense que ça c'est le gros défi en général du recyclage, c'est qu'en général, on ne sait pas utiliser les matériaux à la hauteur de ce qu'ils valent. Je donne un exemple. Un panneau solaire, aujourd'hui, comment on le recycle? On recycle, enfin, c'est écrit recyclage. 80% ou 95% du panneau solaire est recyclable. En gros, le verre, on peut le recycler. Le plastique, en général, on va le brûler. C'est du recyclage énergétique. Voilà. Le silicium, c'est pareil, on peut le réutiliser, en fait. Mais le problème, c'est que aujourd'hui, pour ce recyclage, on prend les panneaux, on les broie, d'accord? Et puis après, on va extraire, on va filtrer d'un côté le verre broyé, de notre côté, on va lixivier, on va avoir des solutions d'attaque pour récupérer les métaux précieux, l'argent. D'accord. Le silicium, on va récupérer un silicium pas très très pur, qu'on va séparer, etc., et qu'on va essayer de refondre, de repurifier, etc. Donc vous voyez que c'est un petit peu comme la question des bouteilles, hein, consigne, recyclage. Les bouteilles de verre, on peut les balancer au recyclage, on mélange tout ce verre-là, après il faut le refondre, etc. Donc c'est un procédé qui est coûteux en énergie. La consigne, on pourrait réutiliser les bouteilles directement. On les lave, on les stérilise et puis on les réutilise. Bon. Mais là, c'est pareil. Là, on a un processus de recyclage qui est idiot. D'accord? On a du verre qui est en plus du verre de très haute qualité technique, qui est très transparent. Et on va broyer tout ça, il va falloir le refondre, etc. Alors qu'on pourrait peut-être le nettoyer et le laver. Donc en fait, l'étape d'après, c'est pas d'être dans le recyclage, mais c'est d'être plutôt dans l'éco-conception. C'est en fait de concevoir un système pour qu'on puisse le redémonter et en réutiliser les parties. Au plus, d'accord? C'est pareil, le silicium, on a fait du silicium ultra pur, très très bien cristallisé, et on va broyer tout ça,
et le remettre dans la moulinette au départ. C'est absurde. D'accord? Mais bon, voilà, on vit dans un système qui a pas pris en compte en fait la mesure de l'empreinte globale des procédés qu'on est en train d'utiliser. Il ne réfléchit pas à cet impact-là. Et si on prend cet impact-là en compte dès le départ, on peut faire bien sûr beaucoup mieux. Travailler là-dessus, par exemple. Alors, nous, dans les thèmes de recherche, on est plutôt sur les questions d'éco-conception, d'accord, que des questions de recyclage directement. Le recyclage, on peut avoir c'est pas un débat de procédé. L'autre aspect, c'est que le problème, pourquoi on les recycle pas? Parce qu'au fond, on a des matériaux qui valent rien. Le verre, il est pas, on voit pas, la personne qui le recycle perdrait de l'argent en le remettant sur le marché. C'est moins cher d'avoir du verre neuf que du verre recyclé, d'accord? C'est moins cher de refaire du silicium à partir de rien que d'essayer de récupérer les trucs. Donc en fait, le problème du recyclage aujourd'hui, c'est qu'on n'arrive pas à valoriser les produits. La seule chose qu'on arrive à bien valoriser, ça va être l'argent, ça va être les métaux précieux, etc. Et le reste, quelque part, c'est pas compétitif économiquement, d'accord? Et tant que ça ne le sera pas, tant que quelque part, le fait de polluer, ce sera gratuit. C'est pas compétitif. Voilà. On a une question en ligne. Y a-t-il des inconvénients à la production et l'exploitation d'énergie solaire? Alors, il faudrait, enfin, c'est un petit peu vague comme question, je ne sais pas, oui, il faudrait mettre dans un contexte particulier. C'est-à-dire que, en tant que tel, celui que je vous dis, c'est une énergie qui n'est pas chère, qui est efficace, enfin, en termes de ressources qui fonctionnent, qui peut s'intégrer dans les bâtiments, qui peut permettre. C'est comme tout, on peut mal utiliser les choses que l'on a ou on peut essayer de bien les utiliser. Parce que on n'a pas, je n'ai pas eu le temps de discuter, on peut se poser la question de, effectivement, ces panneaux solaires, on les met où d'abord, où est-ce qu'ils sont le plus utiles et donc, voilà, je suis plutôt partisan de mettre ça sur des toits et de quelque part substituer des matériaux de bâtiment par des matériaux qui seraient actifs, qui feraient une enveloppe active des bâtiments qui fourniraient de l'énergie, plutôt que d'aller mettre ça à la place de forêts ou de pseudo-forêts, comme dans les Landes. Hein, ça, en fait, c'est des plantations, en fait, c'est des exploitations de bois, mais on a besoin, en fait, de ces terres agricoles. Donc, je pense que clairement, il y a des usages qui vont être meilleurs que d'autres. Après, toute technique qu'on va utiliser pour fabriquer de l'énergie, forcément, tout produit manufacturé pollue. Donc, il ne faut pas imaginer qu'on va avoir des solutions qui n'auront aucun impact. Donc, tout ce qu'on va utiliser aura un impact sur l'environnement. Voilà. Donc, après, c'est une question de modération. Et je dirais, peut-être l'inconvénient, peut-être à terme, l'inconvénient de l'énergie solaire, ça pourrait être ce qu'on appelle l'effet rebond. Imaginez qu'on a une énergie qui est gratuite, d'accord, hyper abondante. C'est quoi la limite? Parce que l'énergie, on pollue pour fabriquer des panneaux solaires, mais ce qu'il faut penser, c'est qu'à chaque fois qu'on utilise de l'énergie pour faire quelque chose, on transforme aussi le monde autour de nous. D'accord? Donc en fait, l'utilisation de l'énergie aussi pollue, en fait. Alors, on parle de pollution lumineuse, ces choses, mais je sais pas, quand on roule, quand on se déplace, on va utiliser cette énergie pour faire quelque chose. Quand on envoie des chatons sur Internet, voilà, tous ces trucs-là, en fait, ça génère il y a aussi des pollutions qui sont induites, d'accord? Et donc, si on a une énergie qui est infinie, entre guillemets, qui est gratuite, qu'est-ce qui nous empêche d'en utiliser encore plus, de mettre des panneaux solaires partout et d'avoir de l'énergie à plus savoir qu'en faire? Et de faire n'importe quoi avec. La question là-bas, il y a quoi là-bas? Avant, j'ai une question sur le recyclage. Vous avez parlé qui peut polluer sans contrôle éventuellement. Donc, en fait, ce que je vais demander, c'est qu'au bout de 20 ans ou 30 ans, oui, quand les panneaux solaires sont morts, qui est responsable du recyclage? Et entre autres, donc, ok, il y a le verre, il y a le silicium, etc. Mais certaines peuvent en finir, vous avez parlé d'argent, donc ça va être
forcément sur les fabricants, mais le cuivre, le cadmium, certaines terres rares éventuelles, alors je ne sais pas s'il y en a encore, peut-être que Il n'y a jamais eu de terre rare. le cadmium, c'était assez. Non, alors il y a une technologie qui utilise du cadmium, voilà, mais sinon il n'y a pas de cadmium. Il y a une technologie effectivement qui contient du cadmium. Après, je parle au niveau mondial, hein, je ne parle pas en France. Non, mais il y en a aussi en France, mais c'est pareil, c'est de l'ordre, c'est des couches minces, c'est de l'ordre du gramme par mètre carré. Mais bon. Alors d'abord une chose, au bout de 20 ans, les panneaux ne sont pas morts. Quand on dit 20 ans de garantie, c'est-à-dire qu'au bout de 20 ans, ils n'ont que 80% de leur puissance initiale. Donc ils ne sont pas morts. D'accord, voilà. Donc en fait, on peut les utiliser, mais on a moins de puissance que ce qu'on avait au départ. Après, ces panneaux solaires-là, il y a une obligation en France, après ça dépend, mais en général, c'est un peu comme c'est considéré comme des matériaux de bâtiment. Alors, on peut toujours mettre les choses illégalement à la décharge, mais en principe, on est censé les amener au recyclage. D'accord? C'est comme les briques, quand il y a des travaux, quand on fait des travaux chez soi, hein, on construit, les gravats, on ne les jette pas, d'accord? Il faut les amener dans un centre de tri, de recyclage. Les panneaux solaires, c'est la même chose, sauf que c'est des déchets de type électronique, donc on est censé aussi les. Donc, si on s'est inclus dans le bâtiment, ils doivent suivre une certaine filière. Et donc, il se trouve que là, maintenant, ils sont déjà en France, il y a déjà une filière de collecte qui est organisée, donc ils sont récupérés. D'accord? Voilà. Ce que je dis, c'est que pour les panneaux solaires, comme pour le reste, le coût du traitement des déchets est encore relativement dans le système, dans la manière dont on a de calculer les coûts et les impacts, c'est encore. Le coût du traitement est relativement élevé par rapport à la valeur de ce qu'on en sort aujourd'hui. C'est pour ça que je pense qu'il y a deux axes. Il y en a un qui est effectivement de mieux prendre en compte les impacts dans le prix de départ du produit, la petite taxe au départ, donc ça c'est des choses auxquelles il faut réfléchir. Et puis l'autre manière, c'est de regarder comment mieux valoriser les choses. Je dis, si aujourd'hui le processus de recyclage, on le droit. C'est idiot. D'accord, mais c'est vrai pour le reste. C'est-à-dire que si on devait recycler aujourd'hui une voiture, on dit on la recycle, on la met à la casse, on fait un cube et puis je ne sais pas ce qu'on fait avec. Bon. Donc les pneus, on les recycle, on les brûle. Bon, voilà. Donc il y a tout un tas de choses comme ça. On dit c'est du recyclage. C'est ce qu'on appelle dans le jargon plutôt du downcycling. C'est-à-dire qu'en fait, on a un produit qui a de la valeur et on en fait quelque chose. Si je dis les panneaux solaires, on les recycle en faisant des gravats pour les routes. C'est idiot. Le recyclage, ce n'est pas du fabrication des panneaux solaires. Non, mais ça, c'est vrai pour tout. Là, pour les panneaux solaires, je ne parle pas des panneaux solaires, je dis en général. Quand on dit qu'on recycle des choses, c'est en général, on va prendre quelque chose, un bon objet technologique, puis on dit on fait des gravats, et puis donc, du coup, ça va faire du matériau pour faire des routes. Et donc, ça, c'est du recyclage. Alors, je pense que c'est discutable, d'accord? Parce qu'il faut mieux réfléchir. Pour les panneaux solaires, on est au tout début. C'est-à-dire que la plupart des panneaux solaires qui sont fabriqués, là, les 1 TW dont je vais parler, ils sont installés, ils fonctionnent. D'accord? Il y a une fraction, quelques pourcents de ces trucs-là qui sont dans la filière recyclage, mais la plupart, ils fonctionnent. Mais même ces quelques pourcents, c'est déjà des quantités qui sont importantes, qui commencent à être collectées, et on commence à apprendre à les recycler. Et je pense, moi, il me semble que l'avenir de cette question-là, c'est plutôt d'aller vers de l'éco-conception et de la revalorisation des matériaux sources, de manière à ce qu'on n'aille pas miner ou aller chercher ouvrir de nouvelles mines, mais qu'on soit bien dans une économie circulaire. On puisse vraiment réutiliser les choses à la valeur de ce qu'elles ont. Merci. Merci. J'avais une question, vous avez parlé du vieillissement des batteries, je n'ai pas très bien compris. Des panneaux solaires, oui. Des panneaux solaires. Je n'ai pas très bien compris la raison. Est-ce que c'est le semi-conducteur qui se dégrade ou est-ce que c'est des problématiques électroniques? Alors, il y a plusieurs choses. Là, je vous ai mis, enfin, effectivement, donc, suivant les climats, il y a plein de choses. Voilà. Mais en gros, un panneau solaire, 20 années de durée de vie, je dis, c'est une dégradation d'1% par an. Ce pourcent par an, il vient d'où? Oui, on a des semi-conducteurs. Plus le matériau a une efficacité élevée, moins il a de défauts. Et donc, à l'inverse, plus un plus petit nombre de défauts qui pourraient être créés peut avoir un impact sur le rendement. D'accord? Et donc, qu'est-ce qu'on va avoir? En fait, c'est assez peu, malgré tout, des défauts dans le silicium, par exemple. Si je parle du silicium, là, tous ces panneaux-là, c'est des panneaux silicium. Donc, avec des taux de dégradation qui sont certains à zéro, enfin voisins de zéro, voire qui s'améliorent, certains qui se dégradent plus vite, moins vite, etc. On va avoir, essentiellement, c'est de la corrosion, en fait.
On a des phénomènes de corrosion sur les contacts. Au bout de 20 ans, il faut imaginer que les panneaux solaires, ils doivent survivre dans les environnements avec des déserts, avec des amplitudes thermiques énormes. Donc, ça fait des cyclages mécaniques, expansion thermique, dilatation, contraction, etc. On va avoir de la grêle, des orages, du vent, enfin des efforts mécaniques. On va avoir, en milieu marin, on va avoir du sel, des choses qui peuvent être corrosives, d'accord? Donc, tout ça, il y a des matériaux polymères qui sont utilisés pour faire de l'encapsulation, qui peuvent être altérés, qui peuvent être sensibles à l'UV, plus ou moins, mais s'il n'y en a pas beaucoup. Donc, des choses qui durent 20 ans sans être altérées, il n'y en a pas énormément, en fait. Donc, si vous regardez, hein, même dans des joints, des choses, etc., vous voyez, donc, en fait, c'est souvent des choses qui sont assez triviales, Après, il y a la question, effectivement, pour les nouveaux matériaux, à chaque fois qu'on veut ramener des nouveaux matériaux, et par exemple, quand on parle pour mentionner ces perovskites hybrides dont j'ai parlé tout à l'heure, qui sont un matériau qui fait beaucoup de bruit dans la communauté solaire actuellement, fait l'objet de beaucoup de recherches, sont des matériaux effectivement qui montrent des signes de faible stabilité. D'accord? Donc eux, il y a aussi des questions en plus qui se posent sur le matériau lui-même. Mais quand on regarde en général, ces questions de matériaux intrinsèquement, de matériaux qui convertissent, ça n'use pas un matériau d'absorber la lumière. C'est vrai que quand on prend des colorants organiques, ce n'est pas le cas. D'accord? Si on prend des matériaux moléculaires, effectivement, le fait d'avoir des excitations, d'enlever des électrons de liaison et de les mettre dans des liaisons antiliantes, ça peut provoquer des cassures de molécules, etc. Et donc, en fait, effectivement, les matériaux moléculaires, eux, sont plus fragiles et plus susceptibles de se dégrader lorsqu'ils sont illuminés. On voit bien les couleurs des matériaux, les couleurs des photos ou certains matériaux imprimés, etc. Ça jaunit, ça s'altère. Le silicium, c'est un caillou. D'accord? Donc, la lumière elle-même ne lui fait rien. Ou si peu. Par contre, effectivement, les contacts électriques, ce sont des métaux. Des métaux, c'est un état redox particulier, réduit, au contact de l'oxygène, de l'eau, etc. Voilà. Pendant des dizaines d'années, on n'est pas encore sur des temps géologiques, mais voilà. Enfin, l'eau, ça finit par s'infiltrer partout et finit par produire des processus de corrosion. Vous n'avez pas parlé de comment se répartit la production mondiale de cellules photovoltaïques. Est-ce que, comme les batteries, on est fort en retard en Europe? Oui. Et qu'est-ce qu'on peut faire si jamais il y a plus tard? Comment... Alors, oui, il y a beaucoup de choses dont je n'ai pas parlé. Mais ça vous me donnez l'occasion de venir dessus. Oui, en fait, c'était une technologie photovoltaïque. L'industrie, au début du siècle, elle était en Europe. Vers la fin des années 2010, effectivement, la Chine a investi massivement dans ce secteur-là comme dans d'autres, les batteries, l'automobile, etc. Et aujourd'hui, 95% des cellules solaires, les cellules sont fabriquées effectivement en Chine. Ce n'est pas une fatalité, les machines qui permettent de faire ces usines-là sont en fait fabriquées en Europe, en grande partie. D'accord? Bon. Mais donc, mais de moins en moins, bien sûr, hein, parce qu'on a eu quand même toute une étape de désindustrialisation. Donc là, maintenant, on est effectivement dans un mouvement, on se dit, mais peut-être ce serait pas mal, il n'y a pas de raison, on pourrait fabriquer les cellules solaires dont on a besoin. Mais je dirais non seulement ça, mais je pense que l'Afrique pourrait fabriquer les cellules solaires dont on a besoin, l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord pourrait aussi fabriquer les cellules solaires dont on a besoin. Le soleil, il y en a partout. Des cellules solaires, on pourrait en faire partout. D'accord? Et donc, il n'y a pas de raison qu'elles soient fabriquées en un seul endroit. Elles peuvent être. Les technologies aujourd'hui sont disponibles. C'est vrai que c'est une question un petit peu d'investissement, mais ce n'est pas très très cher et on récupère assez vite l'argent qui a pu être investi là-dedans et on peut les fabriquer. Et d'ailleurs, comme dans le domaine des batteries, vous avez entendu parler des gigafactories, ben, il y a maintenant aussi des projets de gigafactories en Europe. Il y en a une gigafactory silicium qui a été annoncée il y a quelques jours, qui se fait du côté de Strasbourg, je crois, pas Sarreguemines, je crois. Voilà. Donc, sur des technologies classiques, et puis après, il y a les nouvelles générations de cellules aussi qu'on serait capable de fabriquer. Donc, ce n'est pas du tout une fatalité. Aujourd'hui, ce qu'on a, c'est plutôt des assembliers, des gens qui vont récupérer des cellules solaires et puis qui vont les mettre en modules, et puis vendre les modules qui vont en fait du packaging. D'accord? Mais la partie technologique, elle est aujourd'hui, elle a été captée par la Chine. Mais il n'y a pas de raison intrinsèque.
Question en ligne. Est-ce que la forme des panneaux pourrait évoluer pour aider à concentrer le rayonnement, par exemple? Alors, la question de la concentration du rayonnement est très intéressante. En fait, on peut faire des panneaux solaires, effectivement, dits à concentration, dans lesquels on peut mettre des lentilles, des miroirs, et donc un même panneau pourrait récupérer plus de lumière. Il y a même des projets dans lesquels on met un panneau solaire et puis on met des petits miroirs à côté pour qu'il récupère un petit peu plus d'énergie. Donc, le même panneau va avoir plus d'énergie. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'un panneau qu'on éclaire davantage a un rendement plus élevé. C'est des petits mystères scientifiques. J'ai un petit slide qui illustre ça, mais je pense que je n'ai pas le temps de vous en parler. Donc oui, ce serait intéressant. La forme des panneaux solaires, aujourd'hui, c'est vrai qu'elle n'a pas... Les photos, là, que je vous montre, ça, ces panneaux solaires-là, quelqu'un d'il y a des années 80 aurait reconnu un panneau solaire. Donc, effectivement, c'est un objet qui n'a pas beaucoup changé. Et c'est idiot, parce qu'en même temps, je vous ai aussi montré d'autres photos, et je vous ai dit, ça, c'est ça. Donc ça, c'est ce qui se vend. Mais en fait, je ne sais pas où, mais je crois que, ouais, voilà. Vous voyez, ça, c'est ce qu'on est capable de faire. Donc, en fait, on peut faire des panneaux solaires flexibles sur du plastique, sur de l'acier. On peut faire des choses. Alors, on ne fait pas encore très, très bien des choses qui sont conformables, d'accord, mais des rubans, ça, c'est assez facile à faire. D'accord. Donc, oui, on peut modifier la forme, et je pense que ça, c'est aussi un des axes de recherche, d'avoir des choses qui soient de plus en plus faciles à intégrer dans les bâtiments. On n'a pas forcément envie que ce soit uniquement ces espèces de rectangles avec des petits carrés bleus dessus et que ce soit le seul ou noir, que ce soit la seule chose qu'on puisse mettre sur des bâtiments. D'accord. Donc, ça fait partie des choses, le fait que ce soit intégrable, ça fait partie évidemment des sujets de recherche. Vous devez trouver des choses qui soient plus légères, plus souples, avec différents types de couleurs, différents types de propriétés, peut-être élastiques, peut-être. Merci.